bonjour, merci d'être avec nous sur cette émission spéciale. Si la politique est l'art de diriger la cité selon le philosophe, elle devrait subséquemment permettre l'émergence économique de cette cité. Car, en définitive, l'économie est le socle de toute une nation. Et le Bénin, depuis le 1er août 1960, a entamé, en même temps que sa procession souveraine, son envol vers sa prospérité. Une prospérité pas encore atteinte à ce jour parce que, n'ayant pas un sous-sol doté de richesses minières incommensurables par Dame Nature comme d'autres. Mais qu'à cela ne tienne, le Bénin a son lot de consolation, l'or de Perma, le fer de Lumbu-Lumbu ou encore les soupçons de pétrole sous nos côtes au large de ses mains, bien mitoyennes du géant nigérien, sont des motifs d'espoir qui peuvent servir d'épine dorsale à la construction de l'économie nationale. Mais au constat, 58 ans après, le Bénin est encore à la recherche d'une stabilité économique. Plusieurs choix de modèles économiques ont été faits par les différents régimes, mais sans grand résultat. Et aujourd'hui encore, le bateau flotte. Mais avec, cette fois-ci, un peu plus d'espoir, selon les spécialistes des questions économiques. Le Bénin est-il économiquement viable? La question, nous la poserons à nos deux invités sur ce plateau consacré à la situation socio-économique de notre pays, le Bénin. Ceci dans le cadre d'une série d'émissions spéciales conçues sur Eden TV et Diaspora FM pour célébrer les 58 ans d'indépendance de notre pays avec nos aimables téléspectateurs et auditeurs. Alors, comme invité sur ce plateau, j'ai monsieur François Possou-Couton. Il est manager de projet, spécialiste en gestion, axé sur les résultats des programmes publics. Il est homme politique, président de parti politique, MCR, Mouvement Convergence pour la République, pour ne pas le nommer. Deuxième invité, M. Romaric Apovo. Il est le directeur de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, directeur de la cellule d'analyse des politiques de développement de l'Assemblée nationale CAPAN. Monsieur Apovo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Je sais que vous êtes aussi administrateur des finances, spécialité l'audit de contrôle, audit et contrôle de gestion, j'y arrive. Merci, chers invités, d'être avec nous. Je vous le disais tantôt, on va parler donc des 58 ans d'indépendance et des différents choix économiques faits par les différents régimes successifs. Alors, monsieur Apovo, si je vous demandais très rapidement de nous camper le décor, qu'est-ce que vous allez nous dire? Merci, monsieur le journaliste. Pour commencer, je voudrais vous remercier d'abord pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. Et ça va de l'intérêt de tout le monde, ce genre de creuset, ce genre d'échange. Et c'est un honneur pour moi d'être également, d'avoir en face de moi un homme politique pour échanger sur les questions liées à l'économie nationale. Je voudrais, avant tout propos, vous dire qu'on ne peut pas parler de l'économie sans faire recours à l'histoire politique de notre pays. Et cette histoire politique de notre pays est scindée en, je vais dire, en deux grands moments forts. Le premier moment, c'est le moment avant les indépendances. Le moment la période coloniale. La période coloniale. Et le deuxième moment, c'est la période après les indépendances. Le Bénin a connu 70 ans de colonisation, près d'un siècle de colonisation. Nous avons eu les indépendances et quand nous prenons les indépendances, après les indépendances, nous pouvons parler de trois phases clés. Trois phases clés, je vais dire. Période clé, la période de 1960 à 1972, la période de 1972 à 1989, voire 90, et la période de 1990 à nos jours.
Alors, avant de nous appesantir sur ces trois périodes, qu'est-ce qu'on peut dire de la période coloniale? Quel a été, on va dire, le choix du modèle économique pratiqué sous la période coloniale? Sous la période coloniale, il n'y a pas eu de structuration. Vous le savez. C'était le colon. Nous sommes restés sous l'influence du colonisateur. Et étant donné qu'on était sous l'influence du colonisateur, et ce qui intéressait les petits royaumes, c'était les conflits. C'était la résolution des conflits. Donc, en réalité, les aspects économiques n'étaient pas perceptibles. On ne peut donc pas fondamentalement les évaluer. Mais de quoi vivaient alors ces royaumes et puis le colonisateur? Mais le colonisateur et ces petits royaumes, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a le colonisateur qui est venu en conquérant et donc avait les yeux sur l'économie. Mais les petits royaumes eux-mêmes devraient rester un peu plus attachés à ces aspects. C'est vrai que sur certains pans, ils sont restés attachés, et sur d'autres, ils ne sont pas restés attachés. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains rois se sont opposés complètement aux colonisateurs, parce qu'ils ont compris que les intérêts du royaume étaient en jeu. Mais tous les rois n'ont pas eu la chance de faire la même lecture, parce qu'il y avait des rois qui prenaient les colonisateurs comme des amis, comme des messies. Mais il y avait d'autres qui prenaient les colonisateurs comme des adversaires, des usurpateurs. Donc, mais de façon générale, on ne pouvait pas dire que c'était réellement structuré. S'il n'y avait pas de cadre légal et tout ça, mais on ne peut pas dire qu'il y avait une certaine structuration pour permettre à ce qu'on fasse des projections et pour avoir un lendemain meilleur. C'était donc la toute-puissance du colonisateur. La toute-puissance du colonisateur avec quelques résistances sur les bords. Alors, M. François Possou-Couton, qu'est-ce que vous pourriez dire de cette période-là? De la période précoloniale, bon, d'abord je vous remercie et je profite pour dire bonne fête du citoyen au peuple béninois. De la période précoloniale, c'était le gouvernement de l'Afrique occidentale française installé à Dakar. Donc toute l'Afrique de l'Ouest française était gouvernée depuis Dakar. Donc il n'y avait pas... les chefs cantons qui étaient installés par-ci, par-là, ne sont que des répondants du gouverneur installé depuis Dakar. Ceux-là n'arrivaient pas à s'occuper tellement de l'économie, puisque le principe, c'était comment maîtriser d'abord les ressources du sous-sol et du sol des États colonisés. Donc ce n'était pas une économie développée pour pouvoir faire avancer la population en tant que telle. C'était tourné vers l'exploitation des biens des États colonisés. Donc c'est à partir de cet instant que l'extorsion de nos richesses a commencé. Absolument. C'est à partir de cet instant que l'extorsion, n'est-ce pas, de la richesse a commencé. D'ailleurs, déjà le but de la colonisation, puisqu'il faut coloniser pour que les richesses du sol et du sous-sol africains des États colonisés puissent servir aux industries créées dans l'Occident après, n'est-ce pas, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comment comprendre que après l'indépendance qui a été obtenue de toute lutte, nos compatriotes, nos aïeux n'aient pas quand même pu rapidement ébaucher quelque chose sur le plan économique? Bon. Là, nous rentrons de plein pied dans les indépendances. Oui, nous rentrons de plein pied dans les indépendances. Je crois l'instabilité politique qui a caractérisé globalement le pays après les indépendances, du moins du 1er août 1960 jusqu'à l'arrivée du général Mathieu Kérékou au pouvoir en 1972, a été le chaos politique total. C'était de la contestation permanente, des coups d'État à ne pas en finir. Et lorsque nous sommes dans un système d'instabilité politique, l'économie ne peut pas se développer. Pas du tout. Donc ça a été un échec cuisant. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de penser réellement à un plan économique, un plan d'installation pour valoriser les richesses. Bon, et nous ne nous sommes pas aussi préparés à aller à une gestion autonome de nos États. Ça aussi a joué. Oui, ça a joué. Et puis, il fallait prendre du temps pour se réorganiser et se retrouver.
Oui. Alors, M. Romaric Apovo, cette période-là était quand même la toute première et qui devait permettre au pays de s'élancer, ce qui n'a pas été le cas de 60 à 72. Quand même 12 années de gâchis, on va dire. Je vous le disais tout à l'heure, et il a si bien le dit, la période 1960 au lendemain des indépendances, à 1972, j'étais en train de structurer les périodes. C'est une première période. Après 1972 à 1989, une deuxième, et de 89 à aujourd'hui. Quand nous prenons la période 60-72, nous avons sensiblement 10 à 12 ans, d'accord, d'instabilité, de chaos politique, comme il a dit. Et les chiffres sont patents. Les chiffres sont patents. Nous avons eu 10 présidents de la République. En 12 ans. En 12 ans, nous avons eu 10 présidents de la République. De 60 à 72. De 60 à 72, soit une moyenne relative d'un président pratiquement chaque an. Premier élément. Nous avons eu 5 constitutions différentes. Wow. Soit une moyenne relative d'une constitution chaque 2 ans. Sur 2 ans. Alors, nous avons eu 12 coups d'État. L'enfant malade de l'Afrique. 12 coups d'État, et parmi ces 12 coups d'État, il y a 5 coups d'État qui ont réussi. Vous savez, dans ce climat, dans cette ambiance d'instabilité, aucune économie ne peut se construire. C'est pas possible. Et comment expliquer cette instabilité-là? Cette instabilité est beaucoup plus justifiée par cette volonté de vouloir asseoir un pays, parce que juste après les indépendances, les nations se recherchaient encore. Il y avait 2 volontés, la volonté d'asseoir un pays et au même moment la volonté de se départir d'un colon. Nous voulons avoir une affirmation de soi. Voilà, nous voulons avoir les indépendances. Vous voulez être indépendant, tenez, prenez votre indépendance et gérez, nous allons voir. Donc toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que les indépendances soient données, comme on l'a dit. N'étaient pas réunies pour que les pays puissent retrouver une certaine autonomie avant qu'eux-mêmes ne cherchent cette indépendance. Comme il a dit, ils n'ont pas à mûrir correctement la période post-indépendance. Ils ont juste pensé beaucoup plus au passage de la période coloniale à la période aux indépendances, sans se soucier fondamentalement du fond, du dossier qui était le lendemain des indépendances. Alors, et comme il fallait se rechercher, l'économie était fondamentalement basée sur... c'était une économie de subsistance, C'était une économie de subsistance. Il n'y avait pas encore de production réelle. Il n'y avait pas de production réelle et qui était également rattachée toujours au colon. Le colon a donné l'indépendance, mais n'est pas parti. N'est pas parti. Comme on le dit en langue vernaculaire, c'est donner le cabri et garder la corde. Pour schématiser ça, c'était ça. Et donc, les pays n'ont pas eu le temps d'asseoir une idéologie pouvant leur permettre d'aller vers la construction d'une économie au lendemain certain. C'est d'ailleurs pourquoi, de tumulte en tumulte, il y a eu tellement de coups d'État, ce qui a créé un environnement complètement difficile à une économie. Et mieux, les coups d'État viennent en des moments où c'est des gens qui ne sont pas préparés à la fonction. Un coup d'État, c'est une organisation, dans le secret, pour pouvoir retirer le pouvoir. Et donc, celui qui prépare un coup d'État n'a pas le temps de faire un programme de société. C'est pratiquement une improvisation. Nous préparons le coup d'État, nous prenons le pouvoir, mais qu'allons-nous faire d'après le pouvoir? Très peu, compte tenu du temps,
très peu pensent à cette période-là. On n'arrive pas à s'asseoir pour s'entendre là-dessus. Pour s'entendre là-dessus. Alors, et comment expliquer que ce coup d'État réussisse chez quelqu'un et quelques mois plus tard, un autre est déjà en préparation et rapidement encore, on remet ce pouvoir-là en cause? Oui, vous savez, il y a un philosophe français qui a su bien caricaturer le béninois. Et il disait, ce sont les Dahoméens à l'époque, c'est Emmanuel Mounier, c'était en 1958 qui disait ça, que le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique. Mais il a ajouté que cet intellectualisme fait de méchanceté et de mesquinerie risque de retarder le développement du pays. Voilà comment lui l'a caricaturé. Quand il a observé l'être béninois, dahoméen d'alors, il a caricaturé ainsi. Cela veut dire que nous sommes historiquement et naturellement des gens très intelligents. Oui, des gens capables de concevoir des stratégies, de les mettre en œuvre pour régler effectivement des problèmes. Mais cette intelligence n'est pas utilisée à bon escient. Cette intelligence n'est pas utilisée à bon escient. Notre sorcellerie n'est pas mise au service du développement économique et social du pays. D'où en permanence de contestation et de tendance à une révolution permanente. Et cette révolution ne va pas tarder à intervenir, puisque en 1972, il y a eu ce coup d'État. Absolument. La révolution en 1972, pour mettre fin au désordre politique mis en place, parce qu'en 1963, 1965, après le départ du père de l'indépendance Hubert Maga au pouvoir, le monstre à trois têtes s'est installé, où les gens, juste pour régler le problème de satisfaction politique, n'est-ce pas, des gens, Hubert Maga au nord là-bas, Akpiti au sud ici, et puis au centre à Romandegbe, ils se sont mis ensemble pour dire, bon, nous allons partager le pouvoir juste pour la paix. Mais c'était un désordre parfait. Donc le général Mathieu Kérékou à l'époque a pu mobiliser sa troupe, et de façon citoyenne, ils ont renversé, n'est-ce pas, ce gouvernement pour installer un autre qui va durer 17 ans. Mais à ce niveau, il y a eu quand même des options et des choix politiques et économiques qui ont été réels et visibles. Alors, quel a été le choix économique de ce régime militaro-marxiste? Oui, c'était un régime militaire d'abord, mais ensuite, c'est devenu un parti-État communiste orienté essentiellement vers le modèle chinois. Qui était caractérisé par quoi? C'était très clair, le modèle chinois qui était caractérisé par le communisme, le socialisme, c'est-à-dire que la mise en commun et la communautarisation, n'est-ce pas, des efforts et des énergies. Si on se souvient bien, il y a eu des groupements à vocation coopérative qui ont été créés dans pratiquement tous les villages et toutes les communes, arrondissements d'aujourd'hui d'alors. Il y en avait, c'est bien connu, plus d'une centaine de sociétés d'États ont été créées et nationalisées pour que le Béninois lui-même puisse commencer à prendre la gestion de sa chose en main. Donc ces initiatives économiques, normalement, si elles étaient bien conduites à terme, devraient asseoir les bases économiques réelles pour le développement du pays. Mais hélas. Hélas. Monsieur Romaric Akpovo, comment comprendre que cette disposition ou ces dispositions prises par le régime militaro-marxiste qui, normalement, devrait quand même produire des effets? Parce que, M. Possou l'a dit tout à l'heure, c'est des cellules économiques qui ont été mises dans pratiquement tous les arrondissements, les quartiers, donc dans le Bénin profond. On devait obtenir quand même une plus-value assez rapide et valorisante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souviens, quand j'étais enfant avec ma maman pour venir à Cotonou, on prenait les bus, on disait STPA, Sotaz et tout. Donc, il y avait quand même un souci réel de développement économique du pouvoir d'alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a si bien dit, nous sommes passés de la période où il y a eu beaucoup de tumultes et par le truchement du coup d'État de 1972. À partir de 1972, nous avons opté pour la nationalisation de l'économie.
C'est ça qui a donné naissance. Le privé n'avait plus de droit de cité. Voilà, c'est ça qui a donné naissance à toutes ces sociétés. Et normalement, si les chiffres sont bons, ça doit faire autour de 60 principales sociétés étatiques pendant la période. Qui avaient été créées. Qui avaient été créées. Par l'État. Par l'État. Et vous savez, malgré ce régime militaire, il y avait des insuffisances au niveau de la gestion de ces sociétés-là. Il y avait beaucoup d'insuffisances au niveau de la gestion de ces sociétés. Les militaires sont réputés être rigoureux, être vraiment regardants sur le respect des règles. Comment il y a le respect, ces insuffisances? Il y a le respect des règles. Je suis en face d'un manager. Il y a le respect des règles. Il y a le style de management. C'est deux choses différentes. Deux aspects dichotomiques. Il y a le respect. Il y a le style de gestion du management. Expliquez-nous. Qui peut nous permettre soit d'être dans une situation où on a des résultats probants, soit nous sommes dans une situation où on n'a pas de résultats parce que le résultat est fondamentalement rattaché au style de gestion que vous avez. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit au chaos. C'est d'ailleurs ce qui a conduit au chaos de la révolution. Et juste à poser avec les différents programmes d'ajustement structurel que nous avons eus. Puisque les programmes d'ajustement structurel sont intervenus pendant la période de la Révolution. Et ces programmes d'ajustement structurel ont évolué. Et tout le monde connaît les dégâts que ces programmes d'ajustement structurel ont eu sur l'économie. C'est ça qui fait que dans plusieurs pays, le FMI fait peur. Quand vous parlez de programme d'ajustement structurel, il faut le dire, c'est le fait de qui? C'est le fait des institutions internationales. Oui, c'est le fait des institutions internationales. D'aucuns diront que c'est des pièges. D'aucuns diront que c'est des pièges. Mais les institutions internationales ne sont pas venues sans la complicité des dirigeants. Parce que lorsque l'institution internationale regarde votre économie et estime que votre économie est en souffrance, mesure les agrégats macroéconomiques que vous avez, et à partir de ces agrégats macroéconomiques, vous propose des portes de sortie, vous devez contextualiser ces portes de sortie. Il est donc du ressort des dirigeants de contextualiser les propositions. Mais il paraît que les dirigeants d'alors n'avaient pas voix au chapitre. Ils étaient totalement liés face à ce programme d'ajustement structurel. Naturellement. Je vous ai dit tantôt qu'on vous donne le cabri, on garde la corde. Que nous le veuillons ou pas, directement ou indirectement, hier ou aujourd'hui, et peut-être probablement demain, nous serons toujours liés aux colons. Et cette liaison, ce lien fonctionnel que nous avons avec le colon, qui semble invisible, persiste dans toutes les décisions de la République. Et influence fondamentalement les choix économiques que nous faisons. C'est pour cette raison qu'en réalité, à côté de toutes les propositions que les institutions de Bretton Woods viennent faire, il faut des dirigeants courageux, capables de contextualiser ces propositions-là pour voir les enjeux et les défis liés à ces propositions. Oui, mais M. Akpovo, est-ce que ces propositions, je veux dire, ces programmes qui sont élaborés, ils ne le sont pas avec de connivence ou de commun accord avec les dirigeants, ou bien on le fait là-bas, on vient l'imposer ici? J'ai peur de vous décevoir. Et je suis convaincu que les différents programmes d'ajustement structurel, dans leur élaboration, n'ont pas tenu compte ou on n'a pas associé les dirigeants africains. On n'a pas associé les dirigeants africains. Donc ça a été un dictat. Plus ou moins un dictat, dans la mesure où même les différents projets qui sont envoyés, lorsque le bailleur a ses ressources, c'est lui qui dicte les conditions. C'est lui qui dicte les conditions. C'est un contrat d'adhésion en somme. Monsieur Possou François Coutan. Oui, en fait, bon, moi je vois le problème tout à fait autrement. Je pense que il y a un problème de responsabilité qui s'est posé. Oui, un problème, n'est-ce pas, de responsabilité. Et en dehors du problème, n'est-ce pas, de responsabilité,
il y a un problème, n'est-ce pas, de capacité réelle, n'est-ce pas, de gestion. Nous venons de sortir. Nos nations n'ont pas la capacité de s'autogérer, de gérer leurs propres affaires. Non, la capacité de management a fait cruellement défaut ou a été carrément insuffisante. Donc, nous venons de sortir de la colonisation. Les intérêts des colons sont encore là. Et il faut travailler à les protéger. Eux qui n'étaient pas déjà très contents de partir. Eux qui n'étaient pas déjà très contents, maintenant que nous-mêmes, nous avons pris nos responsabilités pour dire que, bon, nous ne voulons plus de colons, nous ne voulons plus de vos méthodes, nous ne voulons plus de nos systèmes. C'était à nous, Béninois, de prendre toutes les dispositions pour bien faire ce que nous avons engagé nous-mêmes. Les sociétés d'État qui ont été créées, ces sociétés n'ont pas été gérées sur base de résultats. C'était peut-être du sentimentalisme ou des règles de gestion n'étaient pas les plus optimales possibles. Jusqu'à ce que, vous voyez, le principe au moment de la Révolution, c'est que tout Béninois qui a un diplôme doit pouvoir trouver un emploi étatique. C'était comme ça jusqu'aux années 1985, où pour la première fois, selon ce qui se dit, ce qui est écrit dans nos livres d'histoire, le président d'alors, le général Mathieu Kérékou, avait décidé de mettre fin à cela en 1985. Mais il a subi tout de suite les affres, n'est-ce pas, de l'ANR, qui a voté pour la première fois contre sa décision. Bien plus tard, ce sont les soulèvements, n'est-ce pas, de rue qui ont conduit au chaos. C'est-à-dire que notre budget... Tout ceci est consécutif à ce qu'on a observé, la rareté de l'emploi, la cherté du coût de la vie, et vraiment, les gens ne savaient plus où donner de la tête. Oui, c'est normal. Un État, c'est un ménage. C'est comme un ménage. Il y a les emplois, il y a les profits. Il y a les charges, il y a les ressources. Vous ne pouvez pas développer vos charges plus que vos ressources. Alors même que, économiquement parlant, c'est lorsque vous consommez, c'est-à-dire moins, plus que vous en produisez, c'est le reste que vous épargnez pour réinvestir et créer de nouveaux emplois. Nous sommes arrivés à un moment où, vers les années, n'est-ce pas, 89-88, nos charges ont largement dépassé, n'est-ce pas, nos ressources, nos productions intérieures. C'est la raison pour laquelle, pour sortir, n'est-ce pas, de ce gouffre, on recourt maintenant aux institutions internationales. Le Bénin était obligé de recourir à eux. Mais quand les gens viennent, ils viennent mettre en place un programme. Et c'est un programme, n'est-ce pas, de redressement, qui amène forcément, n'est-ce pas, des contraintes. Et à des choix qui sont obligés de prendre en compte aussi bien les intérêts des nationaux que les intérêts des étrangers. Parce que les fonds placés dans les banques mondiales ou aux autres institutions de Bretton Woods, ce ne sont pas des ressources béninoises, même si le Bénin est un État parti à ça. Ce sont des ressources, n'est-ce pas, de nos colons. Donc les intérêts doivent être protégés. Mais c'est des ressources stockées d'ici, après transformation, bien évidemment. Bon, ça c'est vous qui le dites. C'est aussi de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. Parce que les États par le passé, c'était de la jungle. C'est le plus fort qui venait chasser les plus faibles et prendre leurs ressources. Alors, M. Apovo, à partir de cet instant, il y a eu banqueroute, il y a eu faillite, et les soulèvements ont conduit au régime démocratique. Les soulèvements ont conduit au régime démocratique, et donc le régime démocratique a opté pour une économie libérale. Nous avons libéralisé l'économie, mais tout en libéralisant l'économie, nous n'avons également pas pris toutes les dispositions et nous n'avons pas analysé tous les contours qui devraient encadrer cette forme d'économie libérale, parce que si on avait pris toutes les dispositions pour encadrer cette forme d'économie libérale, on devrait beaucoup travailler avec le secteur privé. On devrait beaucoup travailler avec le secteur privé et permettre à ce que l'environnement des affaires puisse obliger les gens à venir investir pour créer de la richesse. Parce que nous ne pouvons pas parler d'une économie florissante sans investissement. Nous ne pouvons pas parler de richesse sans investissement. Oui, mais M. Apovo, le choix d'une économie libérale porte forcément à sa gueule l'émergence du privé. Les conditions pour la création des entreprises privées, quand même, ont été
élaboré. Et puis, on a assisté quand même à la naissance de la première classe économique, on va dire, déjà dans les années 91, 92. C'est ce que je vous dis. Nous avons assisté. Oui, mais quand vous dites qu'on n'a pas pris toutes les dispositions, on n'a pas pensé mûrement, on n'a pas mûri, voilà, le choix avant de le faire. Non, on n'a pas mûri le choix avant de le faire. En quoi on n'a pas mûri? Quels ont été les problèmes? Je prends juste un exemple pour parler de la fiscalité. Vous savez que pour que des investisseurs viennent dans votre pays, il faut un cadre légal qui sécurise leur investissement. Tout à fait. Vous savez que pour qu'un investisseur vienne dans votre pays, il faut une fiscalité qui puisse l'attirer. Une fiscalité de développement. De développement. Et on devrait tenir donc de tous ces pans-là. Quand on allait à la libéralisation de l'économie nationale, on devrait penser à tous ces détails-là, de façon à ce que, non seulement en libéralisant l'économie, que ça serve l'État, d'accord, tout en servant le privé, que l'État tienne compte des réalités pour pouvoir attirer davantage les investisseurs, pour que les investisseurs eux-mêmes se sentent sécurisés. Donc, il faut qu'on sente quand même une certaine complémentarité dans le schéma. Oui, mais en l'absence de richesse de sous-sol digne du nom, que le Bénin devrait normalement avoir et pouvoir en tirer beaucoup de profit, mais les dirigeants doivent quand même réfléchir à comment pouvoir faire vivre le pays, les caisses de la nation. Je ne vends aucun secret. Vous savez, je ne suis pas pour l'assertion ou pour la logique suivant laquelle nous sommes en absence totale de richesse. Bon, pas totale, mais on a quelques soupçons. Je voudrais dire que on peut avoir très peu de ressources. Le problème ne réside pas dans le fait d'avoir ou de ne pas avoir les ressources. Le problème réside plutôt dans l'utilisation rationnelle de ces ressources. Et c'est des contrats que l'État fait avec les privés. Comment on suit ces contrats? Sur quelle base ces contrats se font? Comment on gère ces contrats? Lorsque l'État affecte, je dis n'importe quoi, une société minière, ou je vais dire un gisement à un exploitant qui vienne d'une société européenne ou pas, quel est le droit de regard de l'État vis-à-vis de cette société? C'est de ça qu'il est question. Le tout ne suffit pas de libéraliser et de ne pas suivre. Puisque quelqu'un citera le contrat gagnant-gagnant, le partenariat gagnant-gagnant, pour dire qu'en réalité, à côté du fait que ce soit une économie libérale, l'État ne doit pas seulement se séparer de ses propres intérêts, l'État doit veiller sur ses intérêts. Oui, mais quand il est contraint vraiment de céder cette part, de céder ce droit de regard que vous appelez de tous vos voeux. Parce que vous savez, cette société dont vous citez le nom, par exemple, qui appartient à un expatrié, est-ce que l'État est vraiment libre de pouvoir vraiment régir ce contrat-là? Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a les hommes, mais il y a le style de gestion. Il y a les choix que nous faisons. Je peux venir, le groupe de l'expatrié, comme vous êtes en train de dire, s'appelle Pierre, Saint-Pierre. Il a des contrats pas vraiment orthodoxes avec l'État béninois. Je suis dirigeant et je sais comment je suis venu au pouvoir. Et je sais quels sont les liens qui m'ont permis d'être au pouvoir. Je peux choisir protéger l'intérêt de ces expatriés-là contre les intérêts de mon pays, comme je peux décider vraiment défendre les intérêts de mon pays, quitte à ce que mon fauteuil, d'accord, ne soit pas stable. C'est pour ça que je disais tantôt que tout réside dans le choix opéré par les dirigeants. Personne n'oblige l'expatrié à imposer un contrat. Ça dépend du courage avec lequel vous menez vos actions
la détermination qui engendre ça, et ça dépend surtout des résultats que vous voulez avoir à la fin de votre gestion. C'est ça qui compte. Si vous choisissez être complaisant dans la gestion, et vous voyez qu'il y a des contrats qui n'arrangent pas le peuple, et si vous choisissez continuer, je ne veux pas aller plus loin, je sais que ça va arriver, je vais citer un petit exemple pour dire, et pour louer au passage le courage du président de la République. Mais écoutez, nous avons besoin de refaire notre chemin de fer. Nous sommes en négociation avec le Niger. Nous sommes en face d'un compatriote qui aurait gagné le marché et d'un autre, d'accord, qui a gagné le marché, qui également réclame avoir gagné le marché. Je n'ai pas tous les éléments d'appréciation, mais ce que je peux dire est que pour des choix stratégiques, économiques, permettant ce que nous puissions réaliser ce projet de chemin de fer, étant donné qu'il y avait des différends entre les deux parties, de litiges entre les deux parties, le président de la République a décidé de ne opter ni pour l'un ni pour l'autre. Il a fait un premier choix. C'était le compatriote, mais étant donné que le projet peinait à prendre le choix qui allait dans le sens du peuple, de l'atteinte des objectifs, a été priorisé. Parce que nous avons pu, le gouvernement a pu trouver une banque chinoise capable d'accompagner ce projet jusqu'à terme, pour que nous puissions obtenir les résultats et dans le temps. Je pense que si nous devons rester toutes les fois attachés aux intérêts personnels par peur ou aux intérêts des expatriés entre griffes, parce qu'ils sont quand même des partenaires qui nous accompagnent dans beaucoup de projets. Puisque c'est toujours vers eux qu'on se tourne. J'estime que de temps en temps, et qu'il était important que les dirigeants puissent se doter, puissent avoir le courage nécessaire pour sauvegarder les intérêts de ce peuple. D'accord. C'est très important. Monsieur Kossoukwe, dites-nous, sur ce pan de la question, est-ce que vous voyez les dirigeants de nos États, surtout des États comme le Bénin, pouvoir s'imposer à ces expatriés qui, disent-ils, nous tiennent vraiment par l'essentiel? Bon, je pense qu'il ne s'agit pas de chercher à s'imposer aux gens. Il s'agit d'une question, n'est-ce pas, de stratégie. Moi, je voudrais commencer... Non, je voudrais dire d'abord, à l'entame, que la transition du socialisme au communisme au libéralisme économique a été mal faite. Encore une fois. Encore une fois. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il y a eu de ratés. Mais pourtant, et nous subissons les effets jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça a été mal fait? Pourtant, monsieur Kossoukwe, laissez-moi vous poser la question. Oui. On voudrait bien savoir. Ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas pris le temps de mesurer tous les aspects et tous les contours de la question. Ma question, pourtant, c'était à la conférence nationale qu'on a pris cette décision. Absolument. Après de longs débats. Vous vous souvenez très bien des conditions dans lesquelles cette conférence nationale. C'est une décision intéressante que d'aller au régime démocratique. Mais nous avons trop fait d'aller vite en besogne en recopiant presque le système démocratique tel que cela se pratique dans certains pays de l'Europe, dont la France, et nous avons voulu l'expérimenter ici, alors même que nous n'étions même pas préparés à cela. Voilà un État où c'est l'État, le gouvernement, qui offrait d'emploi à tout le monde. C'était du socialisme. C'est l'État qui dirigeait toutes les sociétés. Et donc, on veut couper ça et on n'a pas mis en place une période de transition pour voir quels sont les atouts de ce système qu'il faut conserver et bâtir notre démocratie à partir de là. Regardez aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation vraiment dangereuse. L'informel représente 65% de l'activité économique du pays, au moins. Et ce secteur d'informel-là emploie plus de 90% des Béninois. Oui, mais c'est grave.
c'est grave et d'une gravité élevée. Parce que le libéralisme économique, vous prenez chaque rue de Cotonou, ou bien d'une ville, chacun a son magasin, chacun a son petit atelier, chacun a son petit travail. Et tout est tellement micro que ça ne produit pratiquement rien. Oui, à un moment où donc, l'État qui donnait l'emploi s'empêche de le faire, il faut quand même que chaque citoyen puisse se débrouiller à son échelle. Bien sûr. C'est ce qui donne la prévalence de cette Et notre économie se résume, et l'entrepreneur béninois qui est créé après, n'est-ce pas, avec la démocratie, l'entrepreneur béninois, c'est juste aller acheter un produit fabriqué ailleurs et venir vendre dans le pays. C'est tout, le commerce. Regardez autour de nous dans ce studio. Il n'y a pratiquement rien, en dehors peut-être de ce bois, qui a été produit ici au Bénin. Vous ne produisez rien, vous ne vendez rien au reste du monde, vous devez rester pauvre. Et ça, les Occidentaux, nos anciens colons, que moi je n'accuse plus, ne sont pas responsables de ça. C'est notre responsabilité maintenant. Donc pour vous, il faut vraiment réinventer la roue. Il faut réinventer, il faut une réforme globale économique de l'État béninois. C'est une réforme globale. Monsieur Akpovo? Oui. J'étais tellement intéressé par ce que disait le collègue. Pour revenir sur un pan de la question, il a regardé le studio et il s'est rendu compte qu'en réalité, de tout ce que vous avez comme matériel ici, ce qui appartient au Bénin, c'est seulement le bois qui est présent ici. Malheureusement, c'est la triste vérité. Nous consommons... C'est pour le type de technologie que nous utilisons. C'est dangereux parce que nous produisons ce que nous ne mangeons pas, nous ne consommons pas. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Vers quel développement on peut aller? Non, c'est triste, mais c'est la réalité. Et il faut ajouter que les initiatives économiques sont trop individuelles. Le Béninois seul veut être riche à lui seul et créer son entreprise, rester le gros patron. Quand il est malade, l'entreprise est malade. S'il meurt, l'entreprise meurt et quelqu'un d'autre doit en créer autre chose. Les Occidentaux n'ont pas créé leur modèle économique sur cette base-là. Alors même qu'on pouvait partir du communisme, le travail en groupement que la Révolution avait initié pour pouvoir nous former à l'actionnariat. Pour que vous compreniez qu'avec votre petit million là, et moi peut-être avec mon petit million, on peut mettre ensemble dans des structures bien organisées et encadrées par l'État pour en arriver à des structures grandes de production de la richesse. Alors, vous posez le problème, oui. C'est l'État. C'est l'État. Quel est le rôle de l'État? Puisque l'État devrait quand même accompagner ça. L'État devait instituer la chose. Bien sûr. Mais qu'elle devrait faire? Quel est le rôle que l'État doit jouer pour le débat politique chez nous, et là je m'intéresse à vous les journalistes, le débat politique chez nous n'est pas orienté vers les alternatives de développement. Les débats politiques chez nous sont trop orientés vers les individus, vers la tête, n'est-ce pas, de la personne qui dirige. Celui qui anime une opposition à un régime, celui qui même veut organiser un coup d'État, il doit pouvoir avoir une alternative crédible. Mais si vous n'offrez pas, vous autres, acteurs politiques et autres, vous n'offrez pas l'alternative. Les journalistes ne peuvent quand même pas crier. Il faut amener les dirigeants politiques que nous sommes à aller essentiellement sur ce terrain-là. Rien ne vous empêche, par exemple, de mener des débats, de crier, de faire des séminaires, de faire des manifestations d'intérêt qui doivent attirer les journalistes pour pouvoir en rendre compte. Absolument. C'est la raison pour laquelle moi je fais partie d'un certain jeune, comme M. Akpovo, l'initiative de commencer à intervenir dans le milieu politique. L'initiative de chercher à faire autrement. Je suis chef de parti politique. Notre projet de société est très actuel. C'est de l'innovation qui sont apportées pour corriger ces différents problèmes que nous venons de soulever depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Et il faut un programme de réforme globale de l'État béninois.
à partir, n'est-ce pas, en partant, n'est-ce pas, de l'économie. Si vous voulez, nous allons pouvoir en parler. Nous allons en parler, c'est sûr, à d'autres occasions. Monsieur Akpovan, nous allons quand même maintenant nous intéresser un peu au choix économique du régime actuel, la rupture, qui, dès l'entame, a décidé de restructurer un certain nombre de choses et surtout de donner dans la promotion de certaines filières porteuses. Merci. Je voudrais, avant d'aborder cette question liée au régime actuel, d'abord reprendre un aspect développé tout à l'heure. Très rapidement, parce que très rapidement. Le temps s'en va. Oui, très rapidement, parce que c'est vous, journalistes, vous avez le devoir d'orienter les hommes politiques vers l'intérêt de ce peuple. Et un des intérêts majeurs de ce peuple, c'est qu'il faut nécessairement et absolument que les intérêts personnels, individuels, d'accord, puissent quitter totalement les débats. Vous avez vu cette émission que vous animez, ça devrait se répéter pour permettre à des cadres comme nous de venir défendre, de venir apporter des éléments de clarification, des éléments pouvant permettre à ce que le peuple, d'accord, soit suffisamment informé de ce qui se fait et de ce qui devrait se faire. Ne vous en faites pas, nous sommes une télé de développement, nous sommes une radio de développement. Pour revenir rapidement, nous allons donner satisfaction à votre question, à votre demande. Vous avez voulu savoir quel est le regard que je porte sur le choix économique du régime actuel. La rupture. La rupture. Alors, je suis dans une position où je peux faire mes analyses de façon extrêmement objective, d'accord, loin de toute considération partisane ou politicienne. Alors, lorsque nous allons au budget de l'État, et nous prenons les deux grands pans du budget de l'État, et nous avons d'une part le fonctionnement et d'autre part nous avons les investissements. Pendant longtemps, et sur des années, et partagé par plusieurs régimes, nous consommons dans le fonctionnement la quasi-totalité des ressources que nous produisons. Ce qui est bizarre. Ce qui est non seulement bizarre, mais dangereux pour la République. Pour caricaturer, voilà un père de famille qui a plusieurs enfants et les besoins des enfants sont pressants. Pour tous les enfants, les besoins sont pressants. Nous sommes dans le mois d'août. L'enfant ne veut pas se poser la question de savoir, et en octobre prochain, il y a la rentrée scolaire, et 3 mois après, il y a les fêtes. L'enfant veut qu'en août, le père de famille puisse trouver solution à l'achat de motos, à tout et tout de suite. Sans jamais se poser la question de savoir combien le papa gagne, quelle est la capacité financière réelle de son père. Le parent, dans une autre posture, dit « Mais écoutez, moi j'ai l'obligation de t'assurer une bonne éducation à partir du mois d'octobre prochain. J'ai l'obligation de te faire passer de bonnes vacances ou de bons congés de fête. » Alors, pendant longtemps, notre système est resté essentiellement un système de consommation. Essentiellement un système de consommation. Et vous regardez qu'en réalité, ce que nous prenons et nous réservons pour l'investissement, comme je le disais tout à l'heure, c'est cet investissement qui va créer de la richesse. Et c'est cette richesse-là qui va booster notre économie pour nous amener vers le développement. Mais si tout ce que nous produisons, nous consommons tout, qu'est-ce qui va rester et nous allons investir? Nous sommes obligés donc de nous retourner vers l'extérieur à tout moment pour que l'extérieur vienne financer l'investissement chez nous.
Mais lorsque l'extérieur vient financer l'investissement chez nous, c'est avec des conditions bien précises. Le régime actuel a estimé qu'il faut nécessairement investir pour garantir le lendemain. C'est pour cette raison que plusieurs réformes ont été opérées, déjà au niveau de la conception même du budget de l'État, en redimensionnant les différents secteurs, périmètres des différents ministères. C'est déjà de l'économie. Mieux, en inversant la tendance à une plus forte consommation au détriment d'un moindre investissement. Aujourd'hui, le gouvernement est dans une dynamique de beaucoup plus investir pour créer de la richesse. Le gouvernement est allé plus loin pour dire, mais étant donné que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour financer l'investissement, nous allons essayer de décharger notre budget en attrapant la possibilité des PPP, des partenariats publics-privés, pour ouvrir le chemin à des investisseurs capables de sortir leurs ressources et de financer les grands projets. Cela va décharger, d'une part, le budget de l'État, qui va continuer par suivre son chemin, parce que nous sommes tenus de consommer en fonction de notre production. On n'arrive pas à faire l'équilibre pour le moment. Le déficit budgétaire est toujours là, mais il est important et obligatoire que dans les choix économiques, et le choix économique fait par le gouvernement, c'est d'inverser la tendance de façon à ce que nous puissions être en mesure, d'accord, d'équilibrer ce que nous produisons comme richesse et les charges qui dégagent donc du fonctionnement de l'État. Voilà, en très peu de mots, le choix, l'appréciation que nous avons du choix opéré par l'actuel gouvernement, qui est un gouvernement qui n'est pas fondamentalement dans la dynamique totalement du consommer tout ce qu'on produit, mais de penser plus à demain. Très rapidement, M. François Possou-Coutan. Oui, le choix économique que fait l'actuel gouvernement, je pense que ce gouvernement est une nouvelle opportunité que nous avons pour amorcer de réels développements économiques du pays. Et on note de façon visible la réduction du train de vie de l'État. Il a dit, la réduction effective du train de vie de l'État, c'est noté. Il est noté et une réorganisation de la structure budgétaire. Récemment, il y a certains projets qui ont été carrément supprimés ou reformulés. Je crois que la stratégie peut conduire à terme à constituer, n'est-ce pas, des épargnes consistantes pour réinvestir. Mais il faut rester vigilant pour que ce dans quoi est réinvesti l'épargne ou les ressources constituées puissent contribuer à créer des emplois nouveaux pour la jeunesse et de la richesse pour le pays. Moi, je pense par exemple qu'en dehors, n'est-ce pas, de la construction de grandes entreprises, des grandes infrastructures, l'État béninois n'est pas assez mûr encore pour se désengager par elle-même de la création d'entreprises. Il faut que l'État soit à la fois actionnaire de grosses entreprises et les Béninois aussi actionnaires pour que nous puissions passer de notre étape d'individuel à l'étape, n'est-ce pas, d'actionnariat qui est la base du développement. D'accord. Très rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission et nous devons répondre à la question. Oui, je veux poser la première position dans cette émission. Concrètement, par rapport, s'il vous plaît, je voudrais très rapidement dire qu'il est important que tous les Béninois comprennent que pour aller au développement, il faut passer par une étape sacrificielle. Le sacrifice. Aucun pays au monde ne peut atteindre le développement s'il n'accepte consentir des sacrifices pour d'abord le présent, mais également pour le futur. Alors lorsque nous prenons la production cotonnière aujourd'hui, le Bénin est passé du 4e rang au 3e rang, avec près de 453 012 tonnes de production. Alors, lorsqu'on accole à ça, cette production cotonnière, le gouvernement a fait l'option
de faire la promotion de 4 filières stratégiques. Une première filière qui constitue, qui doit concourir à l'autosuffisance alimentaire. Il y a le riz et le maïs, d'une part, et 2 autres filières de rente. Il y a l'anacade et l'ananas. Merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Nous sommes à la fin de cette émission. Finalement, est-ce qu'on peut dire que le Bénin est économiquement viable aujourd'hui, après 58 ans d'indépendance? Question à quelques mots. Je peux vous dire qu'en fonction des agrégats macroéconomiques, en juxtaposant l'évolution de l'économie au Nigeria, en juxtaposant la présence permanente de l'énergie électrique au Bénin, qui doit servir dans les industries et autres, en juxtaposant les 4 filières dont je viens de parler, en juxtaposant les résultats obtenus dans les différentes cultures cotonnières par le régime en place, je pense que c'est déjà un grand pas de développement, c'est déjà un grand pas pour que l'économie soit beaucoup plus viable. Merci beaucoup, Monsieur Possou. Oui, je dirais tout de suite, sans hésiter, que le Bénin n'est pas encore économiquement viable. Nous sommes malheureusement à une période où nous traversons 3 crises simultanées. Il y a la crise immobilière et foncière, l'accès au foncier, le problème n'est pas réglé au Bénin. Il y a la crise de la population, il faut le reconnaître, c'est-à-dire une population excessivement élevée pour des appropriations, n'est-ce pas, de la richesse aussi faible. Et nous sommes en phase, n'est-ce pas, de crise budgétaire. La dette intérieure de l'État continue de tirer vers le bas les initiatives du gouvernement. Et il faut réformer. Merci à vous, Monsieur François Kosso-Couton, manager de projet, spécialiste en gestion axée sur les résultats des programmes publics. Monsieur Romaric Akpovor, il est directeur de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, directeur de la cellule d'analyse des politiques de développement de l'Assemblée nationale. La question, enfin, a eu une réponse, on va dire, diverse entre les 2 invités. Le premier qui pense que vraiment ce n'est pas encore le cas, le Bénin n'est pas encore économiquement viable, parce que selon lui, il y a des problèmes de budget, une population qui ne crée pas encore assez la richesse, mais l'autre qui pense que nous avons bel et bien vu les performances réalisées par l'actuel régime, vu les performances, les percées réalisées par le coton et également les éléments que l'actuel gouvernement est en train de mettre en place, il y a l'espoir qui est permis. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Ce n'est qu'un tout premier pas, cette émission qui reviendra forcément sur d'autres aspects de la question économique au Bénin qui méritent donc d'être analysés. Merci à chacun et à tous d'avoir été des nôtres.